Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Robert Durst. Et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, c'est un gros morceau que je vais aborder en 2 épisodes. Donc aujourd'hui, c'est la première partie dans laquelle je vais principalement vous raconter sa vie. Et je tiens à vous prévenir que je me suis beaucoup basée sur un documentaire qui s'appelle The Jinx, dont j'ai parlé à certains d'entre vous, ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai vu que vous étiez pas très nombreux à la connaître, donc j'avais envie de vous en parler, mais je préfère vous le dire tout de suite. Cet épisode, encore pas trop, mais le deuxième épisode va vraiment beaucoup spoiler la série de documentaires. Donc si jamais vous avez envie de le regarder avant, je vous le conseille vraiment parce que c'est l'un des meilleurs documentaires d'histoire de crime que je connaisse, que j'ai pu voir. Et je pense vraiment de toute l'histoire des documentaires. C'est un documentaire dans lequel il y a beaucoup de rebondissements en fait, et ça je vous en parlerai plus dans la deuxième partie. Mais voilà, si jamais vous avez envie de regarder cet épisode et puis ensuite d'aller regarder le documentaire, je vous le conseille beaucoup. Vous pouvez le voir notamment sur OCS, moi c'est là que je l'ai vu. Je sais qu'il y a un mois gratuit, c'est une plateforme en fait un peu comme Netflix, et vous pouvez vous abonner, prendre le mois gratuit, puis ensuite aller vous désabonner si jamais vous avez envie de le suivre. Je pense que c'est la meilleure chose, et sinon il doit être trouvable un petit peu partout sur internet si vous savez chercher correctement. Donc dans ce premier épisode, je vais principalement vous parler de la vie de Robert Durst, son enfance, et puis les 3 histoires principales dont il est question, les 3 meurtres très mystérieux qui ont entouré sa vie, dans lesquels finalement, comme vous allez le voir, on ne sait pas trop quelle est son implication, est-ce qu'il est coupable ou pas. Il faut savoir que Robert Durst, il a gagné la réputation de l'homme le plus malchanceux du monde, donc The Jinx, et vraiment en fait c'est quelqu'un, vous allez le voir, qui est très spécial, et on ne sait pas du tout s'il est coupable ou pas de ces 3 morts très bizarres qui ont ponctué sa vie. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et quand vous êtes prêts, c'est parti. Robert Alan Durst est né le 12 avril 1943 et il est le fils aîné des 4 enfants de Seymour Durst, un magnat de l'immobilier, et de Bernice Ernstein. Dès sa plus tendre enfance, il y a eu beaucoup de tensions entre Robert, surnommé Bobby, et son frère Douglas, qui avait 2 ans de moins. C'était vraiment une rivalité qui les amenait à se battre régulièrement, et il y avait beaucoup de tensions entre tous les deux. Le 7 novembre 1950, alors que Bobby n'avait que 7 ans, sa mère est décédée dans des circonstances assez bizarre. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une mort accidentelle? Est-ce que c'était un suicide? Ou même peut-être autre chose? Franchement, c'est difficile à savoir. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Robert raconte qu'en pleine nuit, son père est venu le réveiller et il l'a amené à une fenêtre pour lui dire de faire coucou à sa mère qui était donc de l'autre côté, sur le toit, debout. Et donc Robert lui a fait un signe derrière la fenêtre, il ne sait pas si sa mère l'a vu ou pas, et ensuite elle est tombée et elle est décédée. Lui, il pense que c'était un suicide, mais on ne sait pas vraiment, en tout cas c'est pas la version officielle qui a été donnée, soi-disant que c'était un accident, et voilà, donc lui pense vraiment que c'était un suicide, son frère Douglas conteste cette version des faits, et on n'en sait pas plus. Et puis il raconte aussi l'enterrement qu'il y a eu juste après, l'enterrement de sa mère. Et là encore, c'est quelque chose d'assez étrange qui s'est passé, puisque il raconte que pendant la cérémonie, au moment où le cercueil allait être placé dans le trou, Robert se serait jeté dans le trou de terre pour rejoindre sa mère. Alors franchement, quand je l'ai entendu raconter ça, je me suis vraiment demandé si c'était vrai ou pas.
Mais en tout cas de mon point de vue de psychologue, ce qui compte vraiment en fait c'est sa version des faits à lui. Que ce soit vrai ou pas finalement c'est pas le plus important, c'est en tout cas comme ça que lui s'en souvient, que c'est comme ça que ça l'a marqué et du coup c'est ça qui compte le plus parce que vraiment c'est comme ça que lui se rappelle les choses et donc a forcément ce traumatisme qui est lié à cet événement là. Après ça, l'enfance de Bobby a été un petit peu compliquée parce qu'il explique que son père, qui travaillait beaucoup, était très souvent absent. Donc je pense qu'il a beaucoup manqué à la fois de l'amour maternel et de l'amour paternel. Et ça a été un enfant assez capricieux, assez difficile et il fuguait beaucoup, donc il essayait tout le temps de s'échapper de la maison. Malgré tout, il arrive à obtenir tous ses diplômes en suivant ses études au Scarsdale High School et puis ensuite il fait des études en économie. Après ça, c'est pas Robert, qui est pourtant le fils aîné de la famille Durst, qui va reprendre le business familial, contrairement à ce que la tradition pourrait laisser croire, laisser entendre. D'habitude, c'est plutôt le fils aîné qui reprend le business de son père, mais ça n'a pas été le cas et ça a été son frère Douglas qui s'en est occupé. Donc je pense que ça a encore plus accru toutes les tensions qu'il y avait entre les deux frères. Robert a rencontré Caitlin McCormack, surnommée Katie, à l'automne 1971 dans une soirée avec des amis et ça a tout de suite été un vrai coup de foudre entre eux. Lui, il raconte qu'ils ont été très complémentaires l'un pour l'autre parce qu'ils avaient vraiment des personnalités très très différentes. Lui, il était plutôt du genre pas très à l'aise en société, pas très apprécié par les autres, toujours considéré un petit peu comme bizarre, tandis que Cathy, elle était vraiment très à l'aise avec tout le monde, très sociale, très appréciée, et du coup, bizarrement, ça fonctionnait bien entre eux. En plus, tous les deux venaient vraiment pas du même milieu social, hein. Robert Durst, comme je vous l'ai dit, venait d'une famille très riche. En fait, la famille Durst, c'est l'une des familles les plus riches aux États-Unis, hein. Ils ont été comparés à la même fortune que Trump, donc vous imaginez que c'est vraiment des gens qui ont énormément d'argent, tandis que Caitlin, elle venait d'un milieu plutôt modeste, donc vraiment rien à voir. Et puis les choses sont allées assez vite entre Cathy et Bobby, ils se sont rapidement installés ensemble et ils se sont mariés à Manhattan en 1973. Et j'ai l'impression que leur mariage n'a pas été heureux très longtemps, hein. Déjà, Bob s'entendait pas du tout avec les proches de Cathy, que ce soit sa famille ou ses amis, et eux ne l'appréciaient pas non plus. Et puis, je pense que tout ça a fini par déteindre sur leur relation à eux qui s'est rapidement dégradée. Et quand je vous dis que c'était vraiment tendu entre eux, c'est que c'en est allé jusqu'aux violences conjugales. Robert s'est laissé emporter à plusieurs reprises, visiblement. On a retrouvé dans le journal intime de Cathy des traces de ses accès de colère. Elle a raconté à plusieurs moments que parfois il rentrait, il était bourré et qu'il la cognait parce qu'ils se disputaient. Puis ensuite, des mois voire des années plus tard, elle parle même du fait qu'il la frappe alors qu'il est même pas ivre. Donc vraiment on sent bien qu'il avait tendance à beaucoup s'emporter et à en venir aux mains. C'est une relation qui se passe très mal entre eux et elle, Cathy, avait signifié à ses amis qu'elle avait peur de son mari, elle avait peur de lui, elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Il était aussi probablement très jaloux parce qu'à chaque fois qu'elle allait quelque part, quand elle allait chez des amis, il fallait absolument qu'elle l'appelle pour lui dire où elle était, avec qui, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc vraiment, il était très possessif avec elle et puis très violent. En février 1976, Cathy a dû avorter et c'est quelque chose qui l'a visiblement laissé très amer. En fait, de base, Robert et Cathy étaient d'accord sur le fait qu'ils ne voulaient pas d'enfant. En tout cas, Robert lui avait dit que lui, il voulait absolument pas en avoir et donc elle prenait la pilule. Sauf qu'elle est quand même tombée enceinte malgré ça et là, Robert l'a vraiment forcée à avorter en la menaçant de la quitter et de divorcer si jamais elle voulait garder son enfant. Donc elle a vraiment dû le faire, mais je pense sous la contrainte. Je crois que c'était pas forcément son envie, en tout cas c'est ce qu'elle semble laisser croire et laisser entendre dans son journal intime. Et vraiment, voilà, ça allait vraiment plus entre eux. On sait aussi qu'elle en était venue vraiment à se dire qu'elle voulait quitter Robert et qu'elle voulait divorcer. On est donc le 31 janvier 1982 en fin de journée et le couple vient encore de se disputer. Cathy décide donc de quitter la maison de South Salem et de reprendre la route avec sa voiture pour aller jusqu'à New York dans leur appartement.
Et Robert lui raconte que il n'a pas accepté qu'elle reprenne la voiture parce qu'elle avait bu et donc il voulait pas qu'elle conduise et qu'elle puisse avoir un accident. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a conduit en voiture jusqu'à la gare de Katona où il l'a déposée, où il l'a vue prendre le train pour New York. Et ensuite, donc elle est repartie, elle est arrivée à New York, elle a été vue par plusieurs témoins rentrant dans son appartement. Lui, Robert de son côté dit qu'il est rentré chez lui, qu'il est allé boire un verre avec un des voisins et ensuite il a dîné et puis lorsqu'il sortait promener son chien aux alentours de 23 heures à peu près, il a utilisé une cabine téléphonique pour appeler sa femme, il l'a eu au téléphone, elle lui a dit qu'elle était bien arrivée, ils ont parlé un petit peu et voilà, ensuite il est parti se coucher. Après ça, plus personne n'a jamais revu Katie Durst et on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui lui est arrivé. On a plusieurs amis de Katie qui témoignent qu'elle leur avait dit « Si jamais il m'arrive quelque chose, ne le laissez pas s'en sortir ». Ce qui est assez étrange, c'est que la version donnée par Robert, comme quoi il a déposé sa femme à la gare et ensuite il est rentré chez lui et tout ce qu'il a fait par la suite, elle a changé à plusieurs reprises lors de ses toutes premières dépositions, donc il y a des choses assez incohérentes et on sait aussi que y a des choses qui sont fausses. Par exemple, quand il disait qu'il avait été prendre un verre avec son voisin, c'est jamais arrivé. Le voisin a dit non, il n'est absolument jamais venu. Donc on sait qu'il a menti à la police et ça pose vraiment question, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Robert Durst a aussi probablement reçu l'aide à ce moment-là de Susan Berman, qui était sa meilleure amie et confidente, qui était une romancière qui avait pas mal de contacts dans le milieu de la presse, dans le milieu journalistique, et on pense qu'elle aurait probablement influencé les personnes qu'elle connaissait dans certains journaux pour aider un petit peu à propager la version comme quoi Katie était bien arrivée à New York et qu'elle avait été aperçue par des témoins, etc. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait vraiment les recherches, on se rend compte que personne n'a jamais vu Katie arriver à New York ce jour-là. Comme la police n'enquêtait pas spécialement et croyait pas vraiment à la théorie du meurtre, c'est pas mal les amis de Katie qui ont essayé de mener leur propre enquête dans les semaines qui ont suivi sa disparition et ils ont notamment été fouiller les poubelles de chez Robert Durst et ils se sont rendus compte que très rapidement après la disparition de Katie, il avait commencé à se débarrasser d'affaires qui lui appartenaient, ce qui laisse entendre que finalement il s'attendait pas à la retrouver ou en tout cas à ce qu'elle revienne à la maison. Et dans ces poubelles, ils ont aussi retrouvé une liste vraiment très bizarre qui est rédigée de la main de Robert Durst, sur lesquelles on peut lire les mots décharge, pont, creuset, bateau, autre, pelle ou point d'interrogation, voiture, camionnette, location. Cependant, sans corps et sans scène de crime, la disparition de Katie Durst est restée aux yeux de la police une simple disparition. Eux, ils ont fait l'hypothèse que Katie, à cause de tous les problèmes qu'il y avait dans son mariage, avait pris ses valises et puis s'était enfuie en ne donnant aucune nouvelle à son mari et à ses proches. Et finalement, l'affaire est restée sans suite. Mais 18 années plus tard, durant l'année 2000, l'enquête a été réouverte. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fin de cette même année 2000, en novembre, Robert Durst a demandé en mariage Debralee Charatan. Ces fiançailles-là et ce mariage-là ont été faits de manière visiblement assez précipitée, c'est allé très très vite encore une fois. Et si je vous dis que c'est intéressant, c'est parce que certaines personnes pensent que Debra savait des choses à propos de la disparition de Katie. Et je sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas aux États-Unis, des deux personnes qui sont mariées, donc des époux, ne peuvent pas être amenés à témoigner l'un contre l'autre lors d'un procès. Donc on ne peut pas appeler l'époux de quelqu'un à la barre parmi les témoins. Et visiblement, selon certaines personnes, ça indiquerait que peut-être elle savait plus de choses qu'on ne le pense sur la disparition de l'ex-femme de son mari. Le 24 décembre 2000, Susan Berman est retrouvée morte dans son appartement à Los Angeles. Elle a été abattue d'une balle dans le crâne et on sait qu'elle tournait le dos à son assassin quand c'est arrivé. La police a retrouvé son corps le lendemain du meurtre et elle avait été alertée très rapidement parce que des voisins avaient signalé qu'ils voyaient la porte arrière de sa maison entrouverte. Donc ils avaient trouvé ça bizarre et quand la police est arrivée, donc ils ont trouvé son corps, mais il n'y avait aucun signe d'effraction dans son appartement. Susan Berman, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la meilleure amie et la confidente de Robert Durst. Ils se connaissaient depuis vraiment de très nombreuses années, je crois qu'ils s'étaient rencontrés à la fac et c'était en fait donc une romancière, comme je vous l'ai dit, qui avait pas mal de contacts aussi dans la presse
Et sa particularité en fait, c'est que c'était la fille d'un gangster qui était en lien avec la mafia et qui était assez connu aux États-Unis. Et elle était notamment en train d'écrire un livre justement sur la mafia et sur toutes ces histoires-là de gang au moment où elle a été assassinée. Du coup, la police a conclu qu'elle avait été tuée dans une histoire de règlement de compte parce que peut-être qu'elle allait publier des informations qui étaient trop compromettantes dans son livre. Mais en fait, il y a quand même un élément qui me fait penser que c'est peut-être pas la mafia qui était responsable de ce meurtre-là, parce que le lendemain ou le jour même de la découverte du corps, la police a reçu une lettre vraiment très bizarre. Cette lettre, elle avait été postée le jour même du meurtre de Susan Berman et elle était adressée à la police de Los Angeles avec une adresse un petit peu étrange parce qu'il y avait une faute d'orthographe à Beverly Hills. Donc déjà, c'était quand même quelque chose d'un petit peu bizarre et à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait juste un mot avec écrit l'adresse de Susan Berman et puis le mot cadavre. Du coup, ça veut dire que cette lettre-là, elle a été postée par le meurtrier et envoyée à la police pour être bien sûr que le corps allait être retrouvé rapidement. C'est quelque chose, c'est un élément qui veut vraiment, qui nous indique quelque chose qui déjà ne correspond pas du tout à la manière de faire de la mafia. La mafia n'aurait absolument pas envoyé une lettre se désignant elle-même comme le meurtrier et puis pour être sûr que la police allait bien retrouver le corps. Et ça veut surtout dire que la personne qui a tué Suzanne est probablement quelqu'un qui ne veut pas que son corps reste trop longtemps sans être découvert et qu'il puisse se décomposer. Donc c'est probablement une personne qui tient à elle malgré le fait qu'il l'ait tuée. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange. On sait que l'année 2000, pendant les jours qui entourent Noël, Robert Durst était en Californie. Je vous rappelle qu'à la base, il vivait près de New York, c'est-à-dire totalement à l'autre bout des États-Unis. Il n'y a rien qui peut vraiment permettre de le situer à Los Angeles le 23 décembre, le jour du meurtre de Susan Berman, mais il est quand même dans le même état. Alors certes, la Californie est un grand état, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, quels ont été ses mouvements différents à ce moment-là. C'est quand même quelque chose qui est important à noter. Et puis surtout par la suite, Robert Durst ne s'est pas présenté aux obsèques de sa meilleure amie. C'est quand même un comportement vraiment très très louche. Mais là encore, finalement, sans éléments supplémentaires, la police a décidé de classer l'affaire. Un petit peu moins d'un an plus tard, le 30 septembre 2001, au Texas, des membres humains emballés dans des sacs poubelles sont repêchés sur les rives de la baie de Galveston. Le corps d'un homme est retrouvé découpé en morceaux, sauf la tête. Et à l'intérieur de ces sacs, on trouve aussi un morceau de papier journal sur lequel il y a une adresse qui correspond à celle de Maurice Black au 2200 Block Avenue K. Arrivés à cette adresse, les enquêteurs découvrent sur le perron du petit immeuble beaucoup de sang. Ils suivent ce sang à la trace qui les amène jusqu'à l'appartement numéro 1 qui a été loué à une certaine Dorothy Sinner, une vieille dame muette qui n'est visiblement pas là très souvent. Les enquêteurs perquisitionnent alors ce domicile, ils vont retrouver beaucoup de traces de sang, notamment dans la cuisine, ce qui laisse penser que c'est bien là que le corps de Maurice Black a été découpé. Il y a aussi une grosse bâche et puis plein d'affaires, mais qui semblent plutôt appartenir à celle d'un homme. Et ils retrouvent aussi un bon pour aller récupérer des lunettes dans une boutique au nom de Robert Durst. Durst est arrêté quelques jours plus tard, il est placé en cellule et une caution de 250 000 $ est posée. Le lendemain, cette caution-là est payée, Robert Durst sort et il s'évanouit dans la nature. Le 16 octobre 2001, Robert Durst ne se présente pas à l'audience préliminaire pour le meurtre de Maurice Black et il est officiellement en cavale. Bobby va être recherché activement pendant 7 semaines avant de se faire attraper vraiment très bêtement. Il a été en fait capté sur des caméras de surveillance dans un supermarché en Pennsylvanie en train de voler un sandwich au poulet d'une valeur de 5 $. Et donc du coup les sécurités du supermarché l'ont arrêté et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était le fameux Robert Durst qui était très recherché absolument partout sur tout le territoire des États-Unis. Dans son coffre de voiture, on a retrouvé 38 000 $ en liquide, 2 armes à feu et le permis de conduire de Maurice Black. Afin de changer totalement son apparence, Robert Durst s'était rasé intégralement la tête, les sourcils y compris.
En 2003 s'ouvre le procès pour le meurtre de Maurice Black. Robert Durst s'est entouré d'une équipe de 3 excellents avocats, le genre d'avocat que seules les personnes vraiment très riches peuvent se payer, qui est dirigé par Dick DeGuerin, qui est donc l'avocat principal, et il y a aussi Michael Ramsey et Chip Lewis. Pour l'accusation, l'affaire semble vraiment très simple et presque gagnée d'avance. Robert Durst a tué son voisin Maurice Black, il l'a démembré et il a jeté les morceaux de son corps dans la baie, donc sa condamnation semble vraiment inévitable. Mais la défense de Bob Durst va plaider non coupable pour le meurtre de Maurice Black et expliquer qu'il s'agissait en fait d'un cas de légitime défense. D'abord, ils vont devoir expliquer qu'est-ce que faisait Robert Durst au fin fond du Texas, déguisé en femme, parce que la fameuse Dorothy Sinner qui avait loué l'appartement n'a jamais existé et en fait c'était Bobby qui s'était déguisé en vieille femme pour pouvoir prendre cet appartement totalement incognito. Alors Robert lui il va expliquer qu'il a fui New York à la fin de l'année 2000 juste après avoir appris que cette fameuse réouverture d'enquête à propos de son ex-femme allait avoir lieu. Et il dit que voilà, il a eu très peur d'une procureure qui s'appelait Janine Pirot qui avait décidé de reprendre l'enquête en main et de tout réouvrir et de vraiment fouiller beaucoup plus dans son passé. Il s'est dit que voilà, c'était une femme qui visiblement avait très envie de gravir les échelons d'un point de vue politique et qu'elle allait utiliser son cas pour en faire quelque chose de très médiatisé, pour bien l'enfoncer, pour gagner contre lui et ensuite pour elle avancer dans sa carrière. Donc c'est pour ça qu'il se serait installé dans ce tout petit appartement à Galveston sous les traits d'une vieille femme. Il dit que quitte à complètement changer d'apparence, ce qui lui a semblé le plus improbable finalement et comme on ne pourrait vraiment pas le reconnaître, c'était de s'acheter une perruque et un sac à main et de se faire passer pour une vieille dame. Et comme il n'arrivait pas du tout à masquer sa voix qui est quand même très particulière et très rauque, il s'est dit qu'il fallait qu'il soit une femme muette. Et ensuite, Robert va raconter un petit peu tout ce qui s'est passé selon lui. Robert et Maurice, son voisin, seraient rapidement devenus des amis. Ils parlaient beaucoup, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Sauf que Maurice, c'était quand même quelqu'un visiblement d'assez désagréable. Et ça, vraiment, tout le monde va vous le dire. Enfin, tous les voisins peuvent vraiment témoigner, dire que c'était vraiment pas quelqu'un de facile à vivre. Et du coup, en fait, leur relation, elle aurait commencé à devenir un petit peu plus compliqué et il y a eu plusieurs choses qui ont vraiment fait peur à Robert, notamment par exemple une fois Maurice est venu chez lui et puis il était très énervé et à un moment il a sorti un pistolet et il s'est mis à tirer sur un avis d'expulsion qu'il avait reçu, ça a même laissé une marque dans le mur. Donc après ça en fait Robert avait plus du tout envie de voir Maurice, il lui a dit maintenant c'est fini, tu retournes chez toi et je veux plus te voir. Et il explique en fait que justement quelques jours après ça, il rentre chez lui et il trouve dans sa cuisine Maurice Black assis sur une chaise avec un pistolet à la main et là ça lui aurait vraiment fait très peur parce que comme je vous l'ai dit c'était quelqu'un d'assez bizarre, assez désagréable et qui visiblement avait la gâchette facile. Donc il y aurait eu une altercation qui aurait éclaté, une bagarre et dans cette bagarre le coup serait parti et ça aurait tué Maurice Black. Après ça, complètement paniqué, Robert Durst, ne sachant absolument pas quoi faire et ne pouvant pas contacter la police parce qu'il sait qu'il est déjà suspecté dans une affaire de disparition, décide de démembrer son voisin et d'aller jeter les morceaux de son corps dans la baie pour s'en débarrasser. Pendant le procès, Robert Durst a été obligé de parler du démembrement, c'est vraiment pas quelque chose qu'il pouvait éviter en fait. Mais ce qu'il raconte, c'est que ses avocats lui ont vraiment conseillé de pas trop rentrer dans les détails, de rester vague et de dire qu'il se rappelait pas trop de comment les choses s'étaient produites. Parce qu'en fait, visiblement, Robert avait une façon très froide et très détachée de raconter tout ça. Et si le jury l'avait entendu raconter ce moment-là de la manière dont visiblement il racontait les choses, ça aurait pu lui porter préjudice. Et pendant ce procès-là, les avocats de Robert Durst lui ont diagnostiqué un syndrome d'Asperger. Donc je pense qu'ils ont fait appel à un psychiatre pour venir l'évaluer. Donc le syndrome d'Asperger, si vous voulez, c'est un trouble du spectre autistique. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pas du tout
atteindre l'intelligence et les capacités intellectuelles, mais qui va beaucoup plus entraver en fait tout ce qui est dans le relationnel. Et ça expliquerait pourquoi en fait Robert a toujours été un petit peu considéré par bizarre par tout le monde, pourquoi est-ce qu'il a été mis à l'écart, pourquoi est-ce qu'il a du mal à se lier d'amitié avec pas mal de gens. Et ça expliquerait aussi en fait pourquoi est-ce que quand il parle de certaines choses, il n'arrive pas forcément à exprimer ses émotions ou comment est-ce que lui perçoit les choses. En tout cas, il donne vraiment cette impression de froideur comme s'il s'en foutait de tout, alors que en fait, ce serait à cause de ce syndrome-là qui l'empêche de bien communiquer ses émotions. Donc pour essayer de résumer un petit peu dans tout ce procès, la version de la défense, c'est que oui, Robert Durst a certes démembré son voisin Maurice Black, mais il l'a fait parce qu'il était totalement paniqué et à cause de son syndrome, il n'a pas des réactions qu'on va considérer comme normales, c'est-à-dire qu'il n'a pas pensé forcément à appeler les secours, ou en tout cas il a eu peur que ça lui retombe dessus, mais que par contre il n'a pas tué Maurice de manière volontaire, que c'est vraiment arrivé par accident, que c'était de la légitime défense parce que Maurice était chez lui armé et que du coup il lui a vraiment fait peur, et que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vraiment les avocats se sont adressés au jury en leur disant il faut pas que vous jugiez, là on est dans un procès en fait pour savoir si Robert Durst a tué Maurice Black. Ce n'est pas le cas, il ne l'a pas tué, pas volontairement en tout cas, et tout ce qu'il a fait à son corps après sa mort ne doit pas compter, ça doit pas entrer en jeu, le fait qu'il l'ait démembré. Ce que vous devez juger, c'est vraiment est-ce qu'il est coupable du meurtre ou pas, et il n'est pas coupable parce que c'était un accident. Et il y a même eu cette phrase qui a été prononcée par un des avocats de Durst qui est vraiment importante, qui disait « un doute raisonnable existe ». Donc vous pouvez pas le condamner parce qu'un doute raisonnable existe. Pour l'accusation de l'autre côté, la version des faits n'était pas du tout la même. C'est pas possible de démembrer un être humain si on n'a pas une volonté claire de le tuer et de le faire disparaître. C'est vraiment la preuve que Robert Durst voulait tuer son voisin. Et en plus ils disent voilà, comme on n'a jamais retrouvé la tête de Maurice Black, c'est le seul élément qu'on n'a pas retrouvé. C'est quand même bien dommage parce que visiblement c'est là qu'il a reçu une balle, et si on avait retrouvé sa tête, on aurait pu faire plus d'analyses et savoir si effectivement c'était un accident ou si c'était il a vraiment été tiré dessus de manière volontaire. Et comme par hasard, on retrouve pas la tête, alors que tous les autres morceaux ont été retrouvés, ils flottaient dans la baie, parce que quand Robert Durst les achetait, il pensait que ça allait couler, mais finalement ça n'a pas coulé, ça a flotté. Et il y avait plusieurs sacs poubelles qui avaient été comme éventrés avec un couteau. Donc ce qu'on pense, en tout cas ce que l'accusation pense, c'est que Robert Durst a jeté tous ces sacs à l'eau, et voyant qu'en fait il ne coulait pas, il a réussi à récupérer le sac qui contenait la tête en ouvrant pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et quand il a retrouvé la tête, il l'a pris et il s'en est débarrassé afin qu'on puisse jamais la retrouver, à la fois parce que c'était plus difficile d'identifier le corps, donc ça mettait plus de temps pour qu'on détermine que c'était bien Maurice Black, et aussi parce que sans la tête, effectivement on peut pas dire si oui ou non c'était un cas de légitime défense. Après 5 jours de délibération, ce qui est quand même vraiment long dans le cadre d'un procès, qui montre bien qu'il y a probablement eu pas mal de questionnements et de tergiversations, le jury a fini par rendre son verdict. Pour le meurtre de Maurice Black, Robert Durst a été reconnu non coupable. Mr. Foreman, I understand you have a verdict. Yes, Your Honor. Will you hand it to the bailiff? Will the defendant please rise? For the verdict of the jury is such. With the jury, find the defendant, Robert Durst, not guilty. Is there anything the attorneys would like to say at this point? We also thank the jury for sacrificing their time. Thank you for all your time and attention.
we did, and it was a big struggle for all of us, is we kept going back to the charge that was put forth to the jury as to the actual event, that one moment in time. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette affaire, je sais pas quelle a été votre réaction face à ce verdict. J'ai vraiment hâte de le connaître, donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment été très surprise. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier épisode où je voulais vraiment vous présenter en fait principalement ces 3 morts ou disparitions qui ont entaché le parcours de Robert Durst. Ce qui est important à retenir, c'est que Robert Durst, comme vous l'avez su là, n'a jamais été reconnu coupable d'aucun de ces crimes ou disparitions. Encore là, à l'heure actuelle, hein, on parlera ensuite dans le 2e épisode de toutes les suites de tout ça, et vous allez voir qu'il y a encore plein de rebondissements. En tout cas, là, à l'heure actuelle, il n'est reconnu coupable de rien du tout dans tout ça, et c'est pour ça que dans cette vidéo où je vous parle de ces choses-là, j'ai vraiment beaucoup plus fait ressortir, disons, tous les éléments qui tendent peut-être plus à l'incriminer. Mais aujourd'hui, Robert Durst est présumé innocent pour la disparition de sa femme et pour ces 2 morts-là. Donc il faut faire attention à comment on pense les choses. Vous allez voir dans le 2e épisode qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. C'est une affaire qui est extrêmement complexe, je pense, qui pose beaucoup de questions sur comment fonctionne la justice, comment fonctionnent aussi les enquêtes notamment, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où on se dit mais pourquoi est-ce que la police n'a pas plus cherché, plus creusé certaines choses. Je pense que malheureusement c'est vraiment très triste et on en reparlera dans le 2e épisode, mais la fortune de Robert Durst n'y est pas pour rien. Voilà, j'avais vraiment envie que le premier épisode on pose bien les bases. Je vous conseille vraiment, si jamais vous n'avez pas vu The Jinx, d'aller le regarder, et puis comme ça vous ferez pas spoiler par le 2e épisode, parce que là encore j'ai pas trop gâché tout le plaisir qu'on peut avoir à regarder le documentaire, mais par contre le 2e épisode je vais clairement mettre les pieds dedans et je vais clairement tout spoiler. Donc si jamais vous avez envie de profiter de ce week-end pour aller regarder le documentaire, il y a 6 épisodes de 40-50 minutes, donc c'est assez long. On va dire que c'est bien 5h, 5h30 à consacrer à tout ça, je pense. Mais vraiment ça vaut le coup, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai pu voir. On en reparlera dans le 2e épisode, donc soit vous le gardez pour plus tard, soit vous trouvez le temps pendant ce week-end de regarder The Jinx. En tout cas voilà, maintenant j'ai posé les fondements, et puis dans le prochain épisode on va plus parler justement de ce fameux documentaire, parce qu'il y a des choses très particulières qui s'y sont passées, il y a des choses nouvelles qui sont apparues au cours d'une sorte de nouvelle enquête qui a été faite en 2015 par les réalisateurs du documentaire, et puis je vous parlerai aussi un petit peu plus de la psychologie de Robert Durst, parce que c'est vraiment un personnage que je trouve très particulier, qui a vraiment pas un profil qu'on a pu voir dans d'autres histoires, donc je pense que ça va vraiment être un épisode très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui iront faire un tour sur mon compte Utip, et puis j'avais envie de faire un petit merci, enfin un grand merci très spécial à Marion, qui se reconnaîtra si jamais elle regarde cette vidéo, puisque Marion, j'ai utilisé plein de maquillage que tu m'as donné, enfin tout le maquillage que j'ai fait aujourd'hui provient de maquillage que tu m'as donné. Alors j'ai pas pu tout utiliser évidemment, parce qu'il y a tellement de choses que je pense que pendant la prochaine année, voire les 2 années prochaines, je pourrais faire que des nouveaux maquillages avec tout ce que tu m'as offert. Mais voilà, c'est le premier maquillage que je fais avec toutes les choses que tu m'as donné, et personnellement je sais pas ce que t'en penses et je sais pas ce qu'en auront pensé les personnes qui me regardent, mais je le trouve trop beau et je suis trop contente. Nous on se retrouve très vite pour la suite et fin de l'histoire de Robert Durst. Je vous fais plein de gros bisous, et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.